on réduit les flux latéraux. Ce que je entends par flux latéraux, c'est-à-dire pas du carbone organique qui va d'un point A à un point B. Et donc ça c'est très important. Et après, sur l'autre aspect de prévenir plutôt que de guérir, je pense qu'en fait, typiquement, le 4 pour 1000, si il y a 30 ans ou 40 ans, les choix politiques avaient été faits pour commencer à réduire nos émissions, le problème du 4 pour 1000 ne serait jamais sorti, parce que là, on est typiquement sur régler l'urgence, quoi. Non, quand même, ce que je voulais rajouter par rapport à votre réponse, c'est que la crue de 2016, elle a eu lieu en mai-juin, alors que les sols étaient couverts, parce que forcément, à cette époque-là, la végétation a poussé. Et malgré ça, on a eu des émissions de carbone organique dissous dans les eaux de surface de manière très importante, un facteur x10 ou x20, quelque chose comme ça. Hein. Il y a aussi l'aspect sur la stabilité des agrégats. C'est un peu technique, mais c'est-à-dire que si on est sur un sol où on a des apports réguliers et on a une teneur en carbone organique qui est importante, les agrégats de sol sont plus stables et donc vont moins avoir tendance à s'éclater au contact des gouttes d'eau et donc à partir. Parce qu'on n'a pas le témoin. Hein. Un complément on n'a pas le témoin d'un moment où il aurait été complètement couvert. Il faudrait avoir le même événement sur tout un ensemble dont on sait qu'il est complètement couvert et puis un autre où il n'est pas couvert. Un complément de réponse, peut-être. Dans le suivi de l'essai de Bois-Neuville dont j'ai parlé tout à l'heure avec les 3 systèmes de travail du sol, donc sur une très longue durée, dans un premier temps, les systèmes ont non-travail du sol stocké le carbone, et en fait, ils se sont mis à moins stocker que le labour à un certain moment, et ça a coïncidé avec les années 2000 et 2001, qui étaient des années très pluvieuses. Et dans la thèse de Bassem Dimassi, qui était soutenue en 2013, ils ont montré justement que au cours des années humides, on avait tendance à plutôt déstocker en système d'agriculture de conservation avec une litière au-dessus par rapport au labour, et inversement quand on va vers des années plus sèches. Et en croisant les données avec des données espagnoles, justement, en système semi-aride, eh bien, en fait, il y a une différence entre système en labour et système en non-labour qui est en faveur du système en non-labour en semi-aride, et quand il pleut, on inverse la tendance. Donc, quand le sol est humide, la minéralisation est plus active, et quand le sol est plus sec, on a tendance à stocker davantage. Ah bah, c'est ce qui est ressorti de cette thèse. Juste un complément de réponse. C'est un peu plus facile à stocker en milieu aride qu'en milieu humide. Voilà, enfin, avec beaucoup de matière organique chaude. Oui, je voudrais savoir, en fait, on voit bien que l'agriculture, c'est un système complexe, parce que, effectivement, comme vous disiez, à tous les niveaux, c'est divers, diversifié partout. Et il y a l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle le deep learning, parfois, ça permet d'obtenir des informations sur ce genre de choses, de prédire, un peu boîte noire, mais parce que le truc a géré un grand nombre de données. Dans ce cas-là, il faudrait plutôt faire ci, ou dans ce cas, il faudrait plutôt faire ça. Alors, c'est possible quand il y a une très grande base de données. En fait, je ne sais pas si c'est le cas, si vous avez de grandes bases de données. Mais est-ce qu'il y a des projets de ce genre-là qui existent? Alors, oui, sauf qu'effectivement, on se retrouve, comme assez souvent quand on est à ces questions-là, c'est-à-dire que la quantité de données, c'est-à-dire que faire du deep learning, quand on est sur des comportements quand un consommateur face à un produit, en fait, il y a des, je ne sais pas combien de gigaoctets sont les données, mais c'est monstrueux. Là, le problème, c'est que dans un pays comme la France, où on a quand même la chance d'avoir un système politique relativement stable et des instituts de recherche qui sont relativement vieux, on est plutôt bien doté au niveau des données qu'on a. Mais ça reste encore sur les patents sur lesquels on travaille, ça reste encore trop peu. Donc, mais effectivement, c'est que c'est une vraie. J'ai vu passer, j'aurais pas d'exemple à vous donner, mais j'ai vu passer des projets de recherche où les gens veulent faire du deep learning sur ces aspects-là, etc., et adapter ces méthodes. Mais ça pose la question de faire ça avec des petites données. Et dans le même sens, donc,
les promoteurs qui sont de l'agriculture de précision, de l'agriculture qui utilisent toutes ces technologies nouvelles, capteurs, de traitement et tout, en font la promotion en disant qu'entre autres, ça va être des outils fantastiques pour aider au développement de l'agroécologie. Et juste peut-être un point, excuse-moi, je sais que tu voulais faire un complément. Il y a quelque chose qui est important de ce que vous avez dit, si vous avez parlé de diversité, on n'en a pas beaucoup parlé. Je sais que normalement, Luc avait dit qu'il devait être là, et je pense qu'il en aurait parlé, et comme je me fais un peu son porte-parole, en fait, je pense qu'une des questions, un des gros problèmes de la révolution verte, et c'est ce dont tu as parlé tout à l'heure, quand on a voulu appliquer ces systèmes-là aux systèmes tropicaux, en fait, on a uniformisé ces questions-là, et on a apporté une seule réponse à une diversité de problèmes. Et donc, en fait, il y a une diversité de solutions à apporter à une diversité de problèmes. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que moi, à mon échelle, je vais être global, je vais travailler, je vais dire des grands chiffres en gigatonnes, etc. Mais sans des champs d'agriculture, sans des structures comme AgroTransfert, etc., en fait, ça n'a aucune chance parce que moi, je ne suis pas crédible sur le terrain avec mes grands chiffres. Et donc, mais néanmoins, mes grands chiffres me permettent aussi de parler avec des décideurs, etc., et de leur dire que ça va avoir un impact significatif. Et justement, c'est très bien parce que ce que je sais dire depuis un petit moment, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'accompagnement des agriculteurs. Oui. Et en fait, pour aller vers cette diversité, on n'est plus dans du conseil descendant, tu fais ci, tu fais ça, et tu appliques telle ressource, etc. C'est vraiment aller à la rencontre de l'agriculteur qui lui-même apprend son système et l'aider à apprendre. Alors, par des moyens qui peuvent être très très modernes, hein, ce qu'on vient parce qu'il a un tracteur qui est très équipé, etc. Il peut s'en servir, mais aussi par l'observation, par des indicateurs qui sont à sa portée, qui sont les siens, en regard avec des indicateurs qui sont ceux des agronomes à côté. Mais le problème aussi, c'est le financement de ce système-là, parce que c'est super intéressant, je pense, en tant que conseiller d'accompagner un groupe d'agriculteurs. Sauf que, est-ce que les directions des chambres d'agriculture, les moyens des chambres d'agriculture, les coopératives qui essaient de s'y mettre aussi, jusqu'où ils vont aller dans le système pour dédier du temps à ça? Et est-ce qu'on va laisser le temps aussi? Nous, on le voit dans le contact, parce qu'on travaille vraiment avec la recherche, et c'est très important que la recherche amène ses connaissances, et puis des grands chiffres, etc. Mais on travaille avec les conseillers agricoles. Et dans les postes, ils restent pas si longtemps que ça, finalement, parce qu'on les charge de 36 casquettes. Et comment faire pour qu'un conseiller ait l'expérience qu'il faut? Parce que je pense que pour être agronome, il faut un peu d'expérience, un peu de recul, pour vraiment accompagner les agriculteurs, qu'on lui donne le temps et les moyens. Je n'ai pas la solution, hein, mais pour aller vers ces changements de pratique des agriculteurs, il faut les aider. Et quand je disais, on a le carré, là, le rectangle agriculteurs qui viennent frapper à notre porte, alors que nous, on était un intermédiaire entre recherche et développement, et c'est vraiment les conseillers qui sont en contact des agriculteurs, ils viennent chercher de l'accompagnement. Et ils s'accompagnent eux-mêmes en formant des groupes, en travaillant beaucoup sur Internet, etc. Mais je pense quand même qu'ils ont besoin de ces évaluations qui ne sont pas triviales, de savoir où ils vont, et puis d'apprendre à garder un objectif aussi. On a conduit un projet qui s'appelait AutoN, Autonomie Azoté. Alors, c'était pas du bio et de l'agriculture de conservation, hein. C'était pour aider des agriculteurs de la Marne, du Croissant-Crayeux, à la demande des professionnels agricoles, à gagner en autonomie dans leur système. Et ça, donc, c'est Raymond Rowe de l'INRA de Grignon qui nous a accompagnés pour aider les agriculteurs à devenir autonomes dans leurs décisions aussi. Mais pour ça, ils ont besoin au départ d'apprendre à se dire c'est quoi un objectif, une cible, et je la garde. Après, je trouve des solutions différentes. Et puis, si je dois remettre les choses en question, je sais pourquoi. Et je sais qu'est-ce que j'observe. Et ça, il faut du temps. Du temps humain, alors entre eux, mais aussi avec des conseillers qui vont chercher l'info, qui vont chercher les chercheurs pour les faire intervenir auprès des agriculteurs en direct aussi. Mais voilà, le système de conseil agricole est en train de bouger, mais il a besoin de moyens, il a besoin de soutien politique pour ça. Parce que les agriculteurs volontaires qui ont envie de bouger, qui sont en rupture, il faut voir ce qu'ils osent faire. Hein. Oui. Ils font peur à leurs conseillers, enfin je sais pas, ils font peur à leurs conseillers. Mais justement, ils peuvent aussi se casser la figure parce qu'ils font trop vite, et du coup, marche arrière, et après on ne veut plus en entendre parler. Donc
Donc, il y a ça qui joue. Enfin, Oui, non, mais c'était très important, merci Mais- quand même d'avoir la d'avoir sociologie, soulevé cette il y a chose-là. la politique et la sociologie. Oui, parce qu'au niveau, alors, au niveau agricole, donc j'espère que vous avez tous les chiffres à peu près en tête. Hein, c'est au sortir de la guerre, il y avait en gros 6 millions d'agriculteurs, il n'y en a plus que 400 000 aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est toute petite partie de la population française. Et du coup, Ils sont donc pas nombreux. c'est l'électeur. Ils ont des exploitations plus importantes statistiquement, hein, même si c'est assez varié d'ailleurs, beaucoup plus complexes. Et ils ont maintenant un savoir-faire, quand on voit tout ce qu'ils doivent être capables de maîtriser, enfin la gamme des compétences que doit avoir un agriculteur est assez affolante. Et les responsabilités qu'on Oui. leur donne. Et en plus, oui, c'est les responsabilités. Il doit maintenant être autonome, il doit être le patron d'entreprise, ingénieur, puis le chef de travaux, un technicien supérieur en même temps, il doit tout faire. Il faut voir. Et père de famille, mère de Oui, famille. oui, Parce que c'est ça ce qu'ils joue disent. aussi de Et, plus en oui, plus. oui, j'ai encore vu une émission hier soir, là, bon, et les agriculteurs qui disent, ben oui, en plus, oui, on a quand même la famille. Et son maire de sa commune. Voilà. Donc, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir qu'une part, j'ai l'impression qu'elle est croissante, mais je n'ai pas de chiffres très très précis. Mais j'ai juste fait la somme de quelques associations et je suis arrivé à 3 000 à 4 000 agriculteurs qui ont l'air d'être vraiment dans l'innovation très avancée. Et peut-être que eux... 2%. Comment? Une dizaine de pourcents. Ouais, peut-être. Pas très... je suis même pas sûr. Hein. 10%, ce serait beaucoup, ce serait bien. Parce que si c'est ça, eh bien, il faut qu'il se trouve un accord avec les conseillers agricoles, qu'il y ait des formations réciproques, qu'à un moment donné, une émulation, une formation de tout le monde. Parce que là, on est face à un problème que je trouve très très intéressant, qui c'est de la prise en autonomie de toute une profession qui a été historiquement complètement mise sous le boisseau, ça c'est clair. On lui disait, voilà ce qu'il faut faire, voilà quelle est la politique, voilà les incitations, et on payait pour qu'ils aillent tous dans la même direction. Maintenant, c'est chacun doit acquérir son autonomie, chaque agriculteur doit avoir sa propre stratégie. Alors il peut la définir en collaboration, en mutualisation, etc. Mais on est dans une mutation assez extraordinaire. Et là, il faudrait que la société, dans son ensemble, arrête de faire ce que les agriculteurs eux-mêmes appellent l'agribashing. Parce que je peux vous dire que c'est la première fois que j'entends ça. Moi, ça fait 1 an et demi. Maintenant, les agriculteurs parlent d'agribashing. Ce qui n'était pas le cas autrefois. Moi aussi, je pense qu'il est important de soulever, c'est l'enseignement, ce qu'il y a avant l'installation de l'agriculteur. Ah bah oui. Aujourd'hui, je suis... Oui, t'as raison. On est dans un milieu effectivement qui est propice à ça. Et je suis effaré de la méconnaissance qu'ont les agriculteurs sur le sol. Ah oui. Mais oui, mais c'est toujours le même problème. C'est que avant de former bien les jeunes, il faut avoir formé les profs. Et les profs eux-mêmes, ils n'ont pas été formés à ça. Donc, On a eu des profs formés, le problème c'est qu'aujourd'hui, c'est un autre. l'âge avançant, ils sont partis en retraite. Ben oui. On n'a plus ces compétences-là Oui, dans puis, l'enseignement. l'agriculture des 30 Glorieuses, regardez plus trop le sol, autrement que comme un support. Donc Oui, tout à fait. ça, voilà. Le nombre de pédologues et de formations pédagogiques. Il y en avait plus. Moi, ben, je Alors, sais il y a bien. pédologie et économie. Hein. Déjà, il y a une 10. Bon. Oui. Non, mais il y a eu une Travail chute de très plus en forte. plus. Ça, il n'y a pas de doute. C'est reparti, mais c'est reparti il y a même temps 15 ans. Oui, à peine. On va peut-être arrêter là, du coup. Merci à tous.